Les étudiants de la session de l'année dernière, donc de l'école d'hiver qui a eu lieu à Royaumont l'an dernier, ont comme travail de session, donc travail de fin de semestre, de produire un documentaire sur ce qui a été réalisé pendant l'école d'hiver. Donc vous pouvez consulter le documentaire qui a été créé l'an dernier, qui est sur la page de DPMQ, un groupe YouTube de l'équipe de recherche publique de la musique de Montréal. Donc vous pouvez aller voir ce documentaire. Et l'idée, donc, c'est qu'ils produisent une synthèse des idées qui ont été développées pendant cette semaine, des postures de chaque intervenant. Voilà, c'est leur travail de synthèse de cette session. Donc, pour ce qui est plus particulièrement trait à ce qu'on va faire maintenant, ce qui a été proposé aux étudiants, c'est de lire les textes, donc comme vous tous, mais de mettre les réflexions qui ont eu lieu dans ces textes en relation avec une recherche qu'on débute à Montréal, une recherche sur les dispositifs numériques de médiation de la musique. Donc on a commencé à évoquer cette question des dispositifs numériques, ce qu'ils changent, etc. Donc ils ont travaillé pendant toute la session, depuis le mois de janvier, sur la constitution d'un catalogue raisonné des dispositifs numériques de médiation. Alors ça fait un peu abscon comme formulation jusque-là, mais Héloïse va vous expliquer ce que c'est en introduction. Donc c'est les résultats d'une enquête exploratoire et toujours mise en lien avec les textes que vous avez lus aujourd'hui. Donc ça devrait faire écho à des questions que vous avez certainement dû vous poser en lisant les textes. Et je pense que j'ai dit l'essentiel pour ce point. Oui, juste dans le fond, vous rappelez qu'on va peut-être vous poser des questions parce qu'on essaie de rendre ça un peu interactif, mais si vous avez des questions, gardez-les pour la fin, on va pouvoir discuter ensemble de tout ça. Donc, sans plus tarder, on va vous parler de la base de données, donc d'où le projet est né. Dans le fond, c'est vraiment un projet qui vise à contribuer à la recherche sur la médiation. Donc, le but, c'est de constituer une base de données qui répertorie, dans le fond, les différents dispositifs qu'on trouve en ligne. Le but, à la base, c'est de faire une typologie, donc regarder c'est quoi les différents critères avec lesquels on pouvait observer les dispositifs, de comprendre leur fonctionnement, donc bien sûr en les répertoriant, d'avoir une meilleure idée de comment ils fonctionnent, et les répertorier. Donc permettre par exemple à des organismes, s'ils veulent s'inspirer, savoir qu'est-ce qui se fait déjà, ou même les utiliser, donc d'avoir vraiment une base qui répertorie le plus de dispositifs possible. Donc c'est sûr que le projet est né, disons, au printemps passé, mais dans le cadre du séminaire, donc qui a commencé en janvier, on a beaucoup travaillé sur la base de données, donc c'est ça qu'on vient vous présenter aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'un dispositif numérique de médiation de la musique? On passe donc mot par mot. Je me suis intéressé, oui, voilà. Donc, un dispositif, on part d'une définition de Michel Foucault, qui est un philosophe qui a travaillé sur le monde carcéral. Mais donc, sa définition du dispositif s'avère très utilisable dans d'autres domaines. Donc, premièrement, c'est une organisation matérielle géographique. C'est ce qu'on pourrait considérer comme un support quand on parle de dispositif, à la différence de parler d'un support de médiation ou d'un outil de médiation. Donc, ça peut être une vidéo, une balado, peu importe, un jeu interactif. La deuxième partie, donc, une visée, une fin, un objectif, c'est ce qu'on pourrait considérer comme étant l'outil. Et aussi, chaque dispositif a une dimension normative pour les participants. Par exemple, un balado, on peut que l'écouter. On est contraint à écouter le balado. Et il y a aussi, donc, c'est relié aux limites de l'outil aussi. Voilà. La partie numérique, on a dû en fait choisir qu'est-ce qu'on allait mettre ou ne pas mettre dans notre répertoire raisonné. Donc, le premier cas, en fait, c'est tous des outils qu'on a trouvés des dispositifs qu'on a trouvés sur Internet. Par exemple, là, c'est une page qui vient d'un dossier pédagogique de l'Opéra national du Rhin. En fait, c'est simplement un fichier PDF qui est mis à disposition de tous. Donc, c'est imprimable et on perd rien en l'imprimant. Donc, c'est pas vraiment numérique. Donc, c'est les dispositifs qu'on a mis de côté. Et à comparaison, vous les facettes de France Musique, qui, après, à première vue, pourrait être imprimable, mais avec tous les liens, il y a des entrevues, des vidéos et tout. Si on l'imprime, on perd énormément de contenu. Donc, c'est numérique. Puis à la partie de la musique, en fait, on s'intéresse certes à la musique comme genre, comme les matériaux et tout, mais aussi à l'expérience musicale, autant en tant qu'auditeur qu'interprète, ou le contexte historique, socio-culturel. Donc, notre méthodologie, c'est sûr que vous peut-être vous demandez comment on a trouvé des dispositifs. À la base, dans nos premiers pas vers la recherche, on est allé avec les dispositifs qui étaient fournis par les organismes, donc sur leur site Internet. Et par la suite, on a vraiment étendu notre recherche. Donc, chacun, on avait un petit peu notre méthode. Pour ma part, j'ai continué à y aller plus par les organismes. Si je pense à Chirine, elle tapait des mots dans Google qui pouvaient peut-être mener quelque part. Donc, on va parler un petit peu de la découvrabilité tantôt de ces outils-là. Mais dans le fond, c'est vraiment... on y est
allé essai-erreur. Aussi, il y a tout le paramètre qui est l'induction. Donc, à la base, nous avions, en fait, Irina, elle avait créé un questionnaire qui nous permettait d'évaluer les premiers dispositifs. On en a sélectionné 20, on a testé le questionnaire, on est arrivé à une deuxième version, donc on changeait soit les choix de réponse, les questions en tant que telles, même il y en a qui se sont ajoutées, il y en a qui se sont enlevées. Alors, ensuite, on l'a vraiment utilisé avec 100 dispositifs. On est arrivé avec une troisième version du questionnaire qui est encore une fois modifiée. Et là, en janvier, nous, on s'est questionné dans le cadre du séminaire sur ce questionnaire-là. On est arrivé avec une quatrième version. Donc, les résultats de la recherche que vous allez voir, c'est vraiment la quatrième version du questionnaire. Et dans le fond, dans le cadre du séminaire, on a étudié 56 outils. Donc, c'est ce qui compose le corpus qu'on vous présente présentement. Mais à la base, on en a quand même déjà une centaine en banque qu'il faut inclure dans ce questionnaire-là. C'est juste que c'est pas encore fait, c'est un travail qui est en cours. Et donc, le questionnaire, il y a 9 grandes catégories. Donc, la première catégorie, c'est le référencement. Donc, tout ce qui est titre, c'est qui le producteur de l'outil, c'est quoi le format, est-ce que c'est vidéo, est-ce que c'est audio seulement. Ensuite, la servition, ça, c'est le côté référencement. Donc, sous quels onglets il faut cliquer pour pouvoir accéder au dispositif. Le matériau musical, est-ce qu'on en parle? Donc, est-ce qu'on parle d'orchestration, de structure, de langage? On a différentes questions reliées à ça. Tout ce qui est extra-musical, donc est-ce qu'on parle de l'expérience musicale dans le dispositif? Est-ce que le dispositif parle d'éléments également socio-culturels, donc qui seraient externes au matériau musical? Et la sollicitation de l'usager, ça c'est une autre catégorie. Donc, est-ce que l'usager du dispositif il est sollicité de façon interactive? Est-ce que c'est passif? Même si c'est un mot qu'on n'aimera pas trop aujourd'hui. Donc, la place de la musique, ça, c'est plutôt des questions numériques. Donc, c'est par exemple, dans une vidéo, combien de temps est laissé à la musique seule, la musique avec quelqu'un qui parle par-dessus, avec juste la parole. Ça aussi, on va pouvoir en parler un petit peu plus tard dans les exemples. Ensuite, l'évocation non sonore du musical. Est-ce qu'il y a des présentations de partitions? Par exemple, ça pourrait être une évocation graphique. L'interdisciplinarité, donc nous, ça nous intéressait aussi de savoir à quel autre domaine on empruntait dans les dispositifs pour permettre de faire la médiation de la musique. Et la dernière partie, c'est les stéréotypes et clichés. Ça, c'est intéressant, surtout au niveau de la recherche. Nous, ça nous permet de voir si, par exemple, un dispositif présente des instruments qui ont des moustaches, donc c'est supposé être des hommes, de quelle façon un petit peu les genres sont représentés. Donc, tout ce qui est masculin, féminin ou neutre. Ça, c'est la dernière partie. Et les types de questions sont soit ouvertes, mais courtes, donc il n'y a pas vraiment de paragraphe qu'on peut rentrer, c'est vraiment des questions courtes, par exemple, quel est le nom complet de l'organisme producteur. Des choix multiples, il y a des questions que c'est juste des numéros, donc on rentre un nombre de temps fixe. Il y a des questions oui-non, et on a essayé étant donné qu'il y a vraiment une grande variété de dispositifs, d'y aller avec les questions qui ne s'appliquaient pas. Par exemple, une vidéo, on ne peut pas dire le nombre de pages nécessairement, donc on a tout le temps notre « ne s'applique pas » là, qui permet de vraiment utiliser le formulaire complet. Les bornes temporelles, donc comme je vous ai indiqué, ça a commencé au printemps, mais on a vraiment travaillé sur les données qu'on vous présente aujourd'hui à partir de janvier. Donc, c'est vraiment une étape ponctuelle des lieux. Présentement, on explore un peu notre base de données, donc c'est pas des résultats finaux, mais je pense que ça vous donne une bonne idée de quel type de recherche on peut faire. Donc, et sinon, aussi important, les bornes linguistiques. Au début, on s'est vraiment concentré sur des dispositifs francophones. Par la suite, à partir de janvier, on a vraiment élargi. Donc, on est allé sélectionner des outils aussi anglophones. On prévoit aussi peut-être dans d'autres langues. Donc, peut-être ça va connoter un petit peu les dispositifs qu'on vous présentait aujourd'hui. Là, il y en a 60% qui sont en français. Donc, il y en a un petit peu plus en français qu'en anglais. C'est pas égal, mais ça témoigne au début, quand on avait commencé, on voulait juste en français. Donc, comme je vous dis, le corpus est 56 dispositifs et ils sont super variés. Ça, c'est l'exemple du formulaire qu'on a à remplir. Donc, par exemple, qui est le producteur de cet outil? On coche la question et ensuite, on met le nom complet. Ça vous donne c'est vraiment un Google Form qu'on remplit pour chaque dispositif. Donc, aujourd'hui, on va vous parler du référencement, la découvrabilité, à qui s'adresse-t-on et comment, et la place de la musique dans les dispositifs numériques de médiation de la musique. Donc, chacun, on va vous présenter un peu un exemple de comment travailler la base de données, qu'est-ce que ça nous donne comme indice sur les dispositifs. Donc, en commençant avec le référencement, donc j'ai pris une citation qui provient du texte de Nicolas Auboin, Frédéric Leitz et Olivier Lenné qu'on avait à lire pour aujourd'hui. Donc, en dépit de cette banalisation de la médiation, il importe de souligner, c'est un paradoxe, que la terminologie de médiateur ou de médiation est rarement utilisée, et même souvent volontairement évitée au profit d'expressions comme action culturelle, action pédagogique, relations publiques, action territoriale, animation scientifique, action musicale, etc. La médiation apparaît comme un mot valise renvoyant une grande hétérogénéité d'activités.
Alors, je me suis intéressé à savoir sous quel onglet étaient référencés les divers outils. Donc, quand on arrive sur un site d'un organisme, par exemple, où doit-on cliquer pour arriver à un dispositif? Donc, bon, je l'ai mis un peu trop rapidement, Oh, mais c'est pas grave. Donc, je vais vous expliquer mon graphique. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, un organisme de production musicale comme un orchestre, une maison d'opéra, un festival, peu importe, on peut voir que 5 des outils proviennent d'un onglet qui est relatif au format de l'outil, donc vidéo, balado, etc. Donc, on peut cliquer sur vidéo pour arriver au dispositif numérique de cet organisme. C'est le nombre d'outils. C'est le nombre d'outils. Donc, Sur on a 56. Et le but, en fait, de montrer avec ce graphique-là, c'est l'éclatement des noms. Sur 56 outils, on a 22 référencements différents qu'on a retrouvés sur les différents sites. Donc, il y a une certaine prédominance, comme vous voyez peut-être le rouge, qui est quand même un peu prédominant, c'est donc qui est relatif au format de l'outil. Par contre, ça dit quand même beaucoup de choses parce que sous vidéo, souvent les organismes mettent aussi ce qui est marketing, communication, en plus des dispositifs. Donc tout est pêle-mêle à travers des dizaines de pages parfois sur un organisme. Donc essayez de voir, c'est difficile. Tu peux passer là. Excuse-moi. Oui. J'ai peut-être pas capté un truc, mais je comprends pas. Est relatif au format. Enfin, je comprends pas. C'est par exemple, si on est sur le site du Festival d'Aix-en-Provence, leurs dispositifs sont sous l'onglet vidéo. Donc on pèse sur vidéo pour aller voir des vidéos. Donc sur l'Opéra de Paris, il y a l'onglet balado. Donc il faut aller voir le format pour trouver le dispositif. Ah, c'est le. Ok, d'accord. Donc c'est le nom de l'onglet finalement. C'est le chemin que tu dois prendre pour arriver au. Voilà. Ok, d'accord, j'avais- Oui. Regardez, vous avez le titre en haut, on dirait, c'est le premier onglet sur lequel il faut. Oui, bah. Donc bon, placé sous cette forme, on voit quand même qu'il y a seulement 2 qui sont assez prédominants. Donc le vert qui est relatif au format de l'outil, donc celui que j'ai dit, et le deuxième qui est disponible et consultable sur la page d'accès, c'est-à-dire qu'il ne provient pas, qui est un site web à part entière, donc qui est pas nécessairement facile à trouver. Donc Chirine va parler de la découvrabilité, c'est un peu un problème finalement, que pour le trouver il faut chercher par exemple sur Google et tout, et le référencement est un peu difficile. Donc pour vous montrer en fait vraiment la différence, je vais présenter 3 outils qui sont tous des synthèses d'opéra faits par des organismes producteurs sous forme animée. Donc le premier, on a un bal masqué qui est fait par l'Opéra de Paris, Pélias et Mélisande par le Festival d'Aix-en-Provence, puis The Story of Carmen qui est du Royal Opera House à Londres. Donc j'ai placé finalement donc, le premier, deuxième ou troisième onglet que tu peux... Voilà. Donc à l'Opéra de Paris, c'est sous magazine, donc Octave Magazine. Pour aller voir les vidéos, il faut aller sous magazine, puis par la suite sous vidéo pour trouver ce contenu-là. Pélias et Mélisande, c'est dans Galerie Média, dans lequel il y a vraiment une grande quantité de vidéos, et à travers ces vidéos, il y a ça. Et dans le cadre du Royal Opera House, il faut donc passer learning, donc apprentissage et tout, pour arriver à l'activité qui s'appelle Create and Think Carmen, dans lequel il y a le vidéo. Donc le même type d'outil présenté par le même type de producteurs, donc des maisons d'opéra ou un festival d'art lyrique, est référencé de 3 manières complètement différentes. Voilà. Donc ça emmène des grandes questions en fait, sur la découvrabilité de certains outils. Et je laisse la place à Chirine. Et donc moi c'est tout ce problème-là aujourd'hui que j'ai envie de soulever, et je vais commencer un petit peu par vous parler du texte donc de Vallon qui m'a donné justement l'idée de parler sur la découvrabilité. Et donc il dit lui que les inégalités de savoir et de maîtrise se reproduisent aussi rapidement devant les claviers d'aujourd'hui que sur les pupitres d'hier. Et c'est un peu la citation que je vais explorer, que je vais expliciter à travers certains exemples, dont notamment un schéma déjà pour un peu savoir c'est quoi les inégalités de savoir et de maîtrise en fait. Et donc on a les inégalités au milieu et autour toutes les bulles un petit peu rondes là, donc ce sont des notions de Bourdieu. Et chacune sont reliées à des critères encore plus spécifiques qui vont former ces facteurs d'inégalité-là, tels que la géographie, les carnets d'adresses, l'héritage, et aussi des facteurs générationnels. Et donc on va voir que pour tous ces facteurs-là, en fait, on va avoir une façon différente de nommer les publics. Quand ça va être plus un facteur qui va traiter du capital, par exemple économique, on va parler de public précaire. Quand ça va être du capital social un petit peu, ça va être le public en difficulté ou le public du champ social. Et bon, vous avez le reste.
le public jeune, voilà, qui est à la fois entre ceux qui n'ont pas de capital culturel, donc pas d'héritage, et qui sont un peu jeunes techniquement, donc dans le sens de l'âge. Donc c'est tous ces facteurs-là qu'il faut avoir en tête pour ce que je vais dire par la suite. Et en fait, dans ce modèle numérique, les facteurs d'inégalité restent les mêmes que dans la réalité, à l'exception de la distance, puisque sur Internet, la distance avec l'œuvre est annihilée. En fait, voilà, il n'y a aucune distance. Mais il y a bien un facteur d'inégalité qui est vraiment propre au numérique, et ça va être justement la découvrabilité. Et je vous propose une petite vidéo pour découvrir ce que c'est que la découvrabilité. C'est sans doute la première fois dans l'histoire des médias qu'on assiste à une telle ouverture du marché. Le nouveau défi de la découvrabilité, cependant, est de fournir aux auditeurs plus d'occasions de découvrir du contenu sur les multiples plateformes. Pour en revenir à ce que vous disiez, je ne pense pas que l'Internet soit plus rapide que la télé. Je pense que les utilisateurs sont plus rapides que la télé. C'est pas l'Internet, ce sont les utilisateurs. En cette ère numérique, nous sommes submergés de contenu sur diverses plateformes et nos histoires risquent de ne pas être toujours entendues. Le fait de pouvoir découvrir ce contenu est un défi, pas seulement ici, mais partout à travers le monde. L'éclosion des technologies numériques a donné le signal de... Donc voilà, ça vous donne un peu une petite idée sur ce qu'est la découvrabilité. Et moi, j'ai décidé d'explorer cette notion donc, avec un graphique. Et je vais parler, moi, des onglets pour arriver justement au dispositif. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder un petit peu le graphique. Je l'ai fait sur... Ça, c'est le nombre total d'onglets qu'on a à ouvrir. Donc au total, pour les 56 outils, ça nous fait 33 onglets à ouvrir. Et puis là, en ordonnée, en abscisse, bref, vous avez le nombre d'onglets à ouvrir par outil. Donc... au milieu, vous avez bien sûr le type de site et d'hébergement sur lequel le dispositif est. Et donc, ça nous permet d'observer des résultats assez étonnants. Donc, il n'y a quasiment aucun outil. Donc là, on est sur le 0, il n'y a quasiment aucun outil qui est accessible directement sur la page. Donc, il faut toujours déjà avoir un chemin d'accès pour y aller et pour y arriver. Et donc, comme on observe ici, en majorité, il y a une grande majorité, donc là, c'est le total, il y a une grande majorité d'outils où il faut au moins ouvrir 2 onglets pour parvenir à l'outil numérique. Donc moi déjà j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous pensez rien qu'avec ce graphique de la découvrabilité de nos outils. Est-ce qu'elle est facile ou est-ce qu'elle est plutôt compliquée selon ce graphique-là? Peut-être, mais après, si on part, je sais pas, quelqu'un comme vous et moi qui essaie d'arriver sur un outil, avec ces statistiques-là, qu'est-ce que ça montre? Est-ce que ça... Oui. C'est plutôt complexe dans le sens où il y a 1 à 2 onglets minimum à ouvrir. Après, ma question c'est, s'il n'y a aucun onglet à ouvrir, ça veut dire que c'est sur la page d'accueil, mais est-ce que la page d'accueil ne va pas changer en fonction des derniers dispositifs qui ont été mis, et du coup, ça me paraît un peu... difficile de se baser là-dessus parce que ce ne sera pas une donnée fixe et que ça va évoluer. En fait, du moins sur les dispositifs sur lesquels on travaille, quand on est tombé sur des outils où il y avait où l'outil était directement accessible sur la page d'accueil, en fait, c'est pas juste la page d'accueil, c'est le site internet entier qui est le dispositif numérique. Ah d'accord. Okay. Voilà, tout simplement. Oui. Donc, je pense que c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait, les structures ont juste perdu de vue le fait de rendre accessible l'objet sur Internet. Exactement. En fait, se sont inspirés de l'économie du numérique, de générer justement des données pour améliorer leur référencement. Donc, tout à fait. Et ce qui se passe, c'est qu'au final, on perd de vue l'essentiel, qui est qu'il y a un public derrière qui a peut-être besoin, qui a envie d'avoir accès à voilà, et d'être guidé peut-être. Et ça donne le problème de découvrabilité, alors que c'est un peu eux qui vont gérer exactement leur arrivée sur... parce que même dans la vidéo, ce qui est marqué, c'est que les différents acteurs, ils parlent vraiment qu'en termes techniques du numérique, alors qu'au final, on ne parle pas en fait, du contenu culturel. Parce que c'est un peu ça aussi maintenant la filière, c'est qu'on va mobiliser une économie, mais derrière ça, on parle de culture. Donc, exactement. Et donc c'est la question qui va être un petit peu compliquée, c'est justement quand on parle de culture et qu'on a envie de trouver un contenu sur Internet, comment est-ce qu'on va parvenir jusqu'à cette page? Quel chemin on va tenter
de prendre, et puis surtout, est-ce que le référencement Google, par exemple, moi je vais prendre l'exemple de Google, est-ce que ça nous permet vraiment d'avoir une accessibilité, une découvrabilité accrue. Vas-y. Je vous ai fait un petit exemple. On revient. Si c'est une question, est-ce que tu peux regarder enfin, si c'est une remarque, il faudrait que tu laisses de la place. Sur l'interprétation que Irine avait faite. Chirine. Non, Irine. Ah, Irine. Justement, parce que je pense que ce que tu as dit, c'est une interprétation des choses. Moi, j'ai pas du tout pensé à ça. Au début, c'est plus le fait que les dispositifs sont hébergés peut-être sur des sites qui mettent pas ça au premier plan. Qui ne sont pas eux-mêmes bien référencés. C'est une activité parmi d'autres de ce site. Tout à fait. Et voilà. Une autre manière de contrer ça serait de créer un autre site qui héberge que ce dispositif, voilà. Et qui sera lié. Bah justement, on va parler des petites techniques pour essayer de contrer tous ces problèmes de découvrabilité et de référencement. Et donc moi, ce que je me suis amusée à faire, c'est que j'ai essayé de trouver un outil qui s'appelle Music Map sur Google. Music Map, c'est un outil qui va référencer absolument tous les styles de musique. Donc j'ai essayé de taper tous les styles de musique. J'ai cherché première page, deuxième page, troisième page, rien. Et donc j'ai essayé avec différents mots-clés. J'ai essayé avec les styles de musique et le genre de musique. Et je suis allée jusque le deuxième, voire la troisième page, parce que, on va pas se mentir, au-delà de la troisième page, qui va regarder? Donc voilà. Donc j'ai vraiment essayé de mettre des mots-clés différents. Et là, quand on se met à taper généalogie des genres de musique ou de la musique, là, je vais réussir à tomber sur mon outil. Mais généalogie, c'est un terme très spécifique. Est-ce que nous, quand on est juste public, on cherche à avoir des genres de musique sur Internet, est-ce qu'on va aller taper généalogie de la musique sur Google? Personne ne fait ça. Bien sûr, à part nous. Et donc, c'est en tapant le style en anglais, donc c'est en tapant All Music Types en anglais que j'ai réussi à tomber dessus en 1 ou 2 pages maximum sur Google. Et donc là, ça traduit bien aussi un problème d'accessibilité et de découvrabilité dans la langue. Parce que selon les mots-clés que vous allez taper, vous ne tombez pas sur les mêmes résultats. Mais malheureusement, si vous ne tapez pas en français alors que c'est un onglet français, ou en anglais alors que c'est un onglet, alors que c'est un dispositif anglais, vous allez avoir du mal en fait à tomber dessus. Et c'est comme ça qu'est fait le référencement Google, malheureusement. On va passer à la diapo suivante. Donc c'était ça, l'outil que j'essayais de trouver sur Internet. Et pour vous montrer un petit peu, voilà l'interface, hein, il y a plein de genres et de sous-genres, et on rentre encore dans les sous-genres, et puis ça nous propose, voilà, des petites historiques, des petites vidéos. Et bah, par rapport à ça, en fait, à tout ce problème de découvrabilité, il y a Vallon qui va nous proposer une solution. Ou une solution dont du moins on va pouvoir discuter ensemble, parce que c'est l'encadrement spécialisé. Donc il dit qu'on peut postuler qu'un encadrement spécialisé s'avérera vite indispensable pour former les futurs internautes et pourquoi pas aider les navigateurs à s'orienter à travers des milliers de pages. Donc ça peut être une solution effectivement, cet encadrement spécialisé là, mais moi j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. En fait déjà pour vous, il ne le développe pas cet encadrement spécialisé, donc quelle forme pourrait prendre l'encadrement spécialisé? À quoi pensez-vous quand vous entendez l'expression encadrement spécialisé, et surtout pensez-vous que c'est efficace, ou est-ce qu'à vos yeux il y a d'autres types de solutions qui pourraient permettre aux dispositifs de médiation d'être mieux référencés sur Google et donc d'accroître la découvrabilité? L'encadrement spécialisé, moi par exemple, quand je l'entends, je m'imagine un atelier comme un cours d'informatique avec des gens derrière nous qui vont nous apprendre à trouver les outils, mais est-ce que vous pensez à d'autres solutions par exemple pour ce problème de découvrabilité de la médiation culturelle sur Internet? Vous n'êtes pas très créatif, mais moi non plus. J'ai vraiment réfléchi, et justement c'est un problème qui est assez récurrent au final. On pourrait proposer plusieurs solutions. Déjà des formations pour apprendre à utiliser Internet, pour apprendre à chercher des mots-clés, parce que ça c'est important. Nous, en tant qu'étudiants, on nous apprend à chercher dans une bibliothèque avec des références, avec des ordres dans lesquels on va rentrer des mots-clés, avec des mots-clés spécifiques. Et peut-être qu'une formation pour les utilisateurs d'Internet s'avérait aussi utile. Mais il y a encore d'autres solutions qu'on pourrait proposer, comme par exemple un meilleur référencement ou beaucoup d'autres choses. Super. Donc, moi, de mon côté, je vais vous parler de
à qui, dans le fond, à qui s'adresse-t-on? Ça, c'est tiré d'une citation que j'ai prise dans le texte de Vallon qu'on a discuté ensemble tantôt. Donc, en vérité, la médiation n'a pas pour unique enjeu l'instruction des néophytes, le déniaisement des novices. Elle vise aussi d'abord peut-être la conquête de nouveaux adeptes. Donc, est-ce qu'on s'adresse juste à un public qui n'est pas acquis ou on s'adresse à différents types de publics? Et comment on s'adresse à ces différents types de publics-là? Donc, j'ai sorti quand même plusieurs extraits du texte de Saada qu'on a également discuté. Moi, qu'est-ce qui m'a intéressé, c'est le ton, dans le fond, qu'on va utiliser. J'ai aimé que Saada, lui, il parlait d'un spectateur libéré de ce qu'il interdit. Pas quelqu'un qu'on veut convertir aux règles de l'art. Donc, là, je vous lis, dans le fond, les passages que j'ai soulignés. L'appropriation des ordres, dont le côté important pour la personne qui va l'usager du dispositif pour s'approprier l'œuvre. Prendre la défense d'un spectateur libéré des conventions, donc essayer de sortir des conventions. Cette minimisation du plaisir, rejet du divertissement au profit d'une vision sérieuse. Donc, est-ce qu'on peut sortir du sérieux pour aller permettre aux gens de s'approprier cette culture-là qu'on tente de faire une médiation donc, avec eux? À ce moment-là, donc, une des questions, c'est les formes narratives générales des dispositifs. Donc, chaque dispositif, on les a référencés, on a répertorié quelle était la forme principale de celui-ci. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui sont surpris par ces données-là? Dans le fond, on voit que le principal, c'est la conférence. À ce moment-là, certains outils avaient plusieurs formes narratives. Donc, il y en a qui c'était conférence et entrevue. C'est pour ça que les pourcentages, ça ne s'additionne pas pour donner 100. Mais certains étaient un reportage, mais qui avait aussi une partie synopsis. Donc, synopsis, c'est par exemple un dispositif qui est directement en lien avec le synopsis d'une œuvre musicale, par exemple. Donc, il y a une conférence qui est plutôt élevée. Vous avez remarqué peut-être le laisser pour compte, art et essai. Quand on pensait à cette catégorie-là, on pensait à un dispositif en particulier qui est fait par Insula Orchestra, qui était comme une œuvre d'art qui avait été créée pour un concert, qui avait été filmée, donc une vidéo qui montrait l'œuvre d'art qui s'illuminait avec la musique qui joue en arrière. On considérait ça comme une certaine forme de médiation, mais malheureusement, on n'en a pas vraiment répertorié d'autres parmi nos 56 outils. Donc, c'est un petit peu le laisser pour compte. Donc, parmi ces formes narratives-là, est-ce qu'on parle du matériau musical? Et là, vous serez surpris d'apprendre que 37% des outils qu'on a répertoriés ne parlaient pas du matériau musical en tant que tel. Donc, on parle des dispositifs de médiation de la musique, mais des fois, ils vont s'attarder aux éléments socioculturels et pas, par exemple, aux questions de langage, de structure et tout ça. Par contre, parmi ceux qui parlent du matériau musical, on voit ici la même chose. Il y en a qui parlent de plusieurs. C'est pour ça que les pourcentages ne s'additionnent pas. Il y en a qui parlaient de son et d'orchestration, de structure, de langage musical. Mais on voit quand même que parmi ceux qui en parlent, c'est tout, bon, disons à plus ou moins 10%, là, environ 50% qui parlent de ces éléments-là. Donc, c'est quand même intéressant. Les notions qu'on a répertoriées qui venaient souvent, il y avait celle qui revenait le plus souvent à égalité, ce qui est quand même intéressant, le style d'un compositeur. Et l'autre notion du matériau musical, c'était l'équilibre musical. Donc, parmi nos 56 outils, il y en avait beaucoup qui parlaient d'équilibre musical, alors que c'est peut-être pas une notion qui apparaît d'emblée comme quelque chose qu'on doit poser en premier lieu dans la médiation musicale, mais c'est intéressant de savoir ça. Les deuxièmes choses dont on parlait le plus, c'était l'orchestration, la mélodie, le tempo, le rythme, et ensuite l'intensité et les nuances. Donc ensuite, outre la musique, comment on évoque le matériau musical graphiquement. Donc, je donnais l'exemple en introduction de la partition, mais on avait aussi d'autres catégories. Donc, la graphique traditionnelle, ça serait la partition avec les notes, donc selon les conventions. Sinon, il y a traditionnel augmenté, qui serait des notes, par exemple, qui s'éclairent. On va avoir un exemple de ça tantôt. Et également, la représentation graphique illustrée. Donc, ça serait, par exemple, des papillons sur une partition au lieu des notes. Donc, on garde l'idée de hauteur et de longueur. Sinon, la schématisée, la représentation graphique schématisée, ça serait une ligne, par exemple, qui suivrait, encore une fois, la notion de longueur. Et symboliser, ça, c'était une représentation graphique que nous, on référençait entre nous. Je ne sais pas si vous avez vu le film Ratatouille. Quand ils mangent, à ce moment-là, il y a des feux d'artifice. Donc ça c'était l'exemple qu'on se donnait. Donc, par rapport à ceux qui l'évoquaient graphiquement, on voit vraiment que c'est celle traditionnelle qui était le plus.
utilisés par les dispositifs, mais il y avait également schématisé et symbolisé. Donc, on voit une réelle volonté de ne pas juste s'inscrire dans les conventions. Et littéraire, encore une fois, 36% des outils faisaient une évocation littéraire. Là, donc, on veut dire que sous forme écrite ou sous forme orale, donc selon ces proportions-là, il y avait vraiment une description du matériau musical. Et donc, quand même, c'est intéressant de voir que la représentation, outre que la musique, est vraiment juste à 30%. Donc, c'est rare les outils qui vont aller chercher une autre façon de représenter la musique ou d'en parler. Donc, rare. Sur nos 56, disons, la proportion est plutôt mince. Et voilà. L'autre chose intéressante que je voulais vous montrer, c'est par exemple, est-ce qu'il y a des outils qui font les deux, donc qui évoquent graphiquement et de façon littéraire? La plupart ne le font pas, aucun des deux. Il y en a seulement 12 qui font les deux, sur 56. Donc, encore là, c'est des proportions plutôt minces. Et là, on va regarder ensemble deux outils qu'on va pouvoir comparer pour évaluer le ton qui est utilisé dans ces outils-là. Donc, soyez alerte. Je vous présente deux dispositifs. Donc, les deux sont vidéo, pardon. Ils sont de courte durée, sont de forme narrative générale conférence. Donc, les deux vont chercher cette forme-là pour faire la médiation de la musique. Et les deux tentent, à leur manière, de jouer avec les conventions. Je vais vous laisser juger, on va pouvoir en discuter là, de quelle façon peut-être c'est plutôt réussi, c'est plutôt moins réussi. Je vais tout de suite enchaîner avec la présentation du premier vidéo. Donc, c'est une présentation de la flûte enchantée en 5 minutes. Ça a été créé par le Festival d'Aix-en-Provence. Je peux quand même vous dire quelques données. L'outil date de juin 2014. Il dure 5 minutes. Moi, je vous présente 1 minute parce que c'est là qu'il parle du matériau musical. Donc, on va pouvoir évaluer là, les changements de ton, porter attention au champ lexical, par exemple, ou des données comme ça, et au jeu des conventions. Mais enfin, si la flûte enchantée a connu un succès qui n'a jamais faibli depuis sa création le 30 septembre 1791, soit quelques mois à peine avant la mort prématurée de Mozart à l'âge de 35 ans, c'est bien parce qu'elle ne se limite pas à être un ouvrage à clé. Non, la flûte enchantée parle un langage universelle. La musique de Mozart y est pour beaucoup. Elle est bariolée de tons variés. Cela va des chansons populaires de Papageno aux airs virtuoses de la Reine de la Nuit, en passant par la sensibilité pré-romantique des airs de Tamino et Pamina. Et puis, la magie de Mozart, c'est de susciter une émotion immense, avec une musique qui a toute l'apparence de la simplicité. Voilà pourquoi Die Zauberflöte continue de parler au public le plus vaste. Ces nombreux tons et registres peuvent émouvoir tous les spectateurs de 7 à 77 ans. Parfait. Et ensuite, le second vidéo, c'est aussi un extrait. Donc, cette vidéo-là dure 5 minutes aussi à peu près. C'est une vidéo qui a été coproduite par France Musique, RTS Culture, Musique 3 et aussi Ici Musique, qui est dans le fond la radio nationale au Canada. Et lui, il date de janvier 2018. Et je vais vous laisser vous faire votre propre opinion. Je vais peut-être sauter une petite partie parce que l'extrait il est un peu long, 2 minutes, mais je vais vous faire voir le début et la fin au moins. Dans le tube de la partition, le pied Jésus. Un motif de 5 notes réapparaît encore et encore dans la mélodie ou à l'orchestre. Il forme une boucle et est ainsi à nouveau un symbole d'équilibre, de flottement entre terre et ciel. Le libéramé est un des... La musique ne court pas après l'excès. Les nuances qu'il indique sur ses partitions ne s'aventurent pas vers le triple piano, ni vers le triple forte. Et si on observe les indications de mouvement de son requiem, molto largo, andante molto, andante moderato, adagio, andante, molto largo, andante, moderato, on observe dans les tempi la même modération. À la fin de l'enterrement, où Fauré a testé pour la première fois quelques numéros de sa nouvelle partition, le curé lui demande « Dis donc, c'était quoi cette messe des morts que vous avez jouée tout à l'heure ?»
Mais c'était un requiem de ma composition, répond Forêt, qui s'entend dire « Oh, tenez-vous-en au répertoire habituel, hein, mon ami. Ce sera très bien comme ça. » Donc voilà, je vous ai montré ces deux extraits-là. J'aimerais vous entendre. J'ai mis quelques pistes de discussion. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces deux tentatives de peut-être briser les conventions, des champs lexicaux, du ton utilisé? J'ai une question justement. Oui. Est-ce que la première vidéo c'était plutôt la fin de la vidéo? C'était... oui, tout à fait. C'était les 2 dernières minutes. Parce que ce qui était dit, la manière de faire, la marionnette, etc., c'était assez sympa, c'est didactique. Après, je me suis demandé justement si c'était la fin ou pas, parce qu'il a enchaîné les noms des mots et tous les airs et tous les personnages, et je me suis demandé justement si avant ça avait été... Tout à fait. Les deux, donc pour répondre à ta question, les deux, c'est la fin, les dernières minutes des vidéos, en fait. Ouais. Okay. Mais après, je préférais la deuxième, parce que c'était beaucoup plus humoristique et plus vivant aussi avec le dessin, etc. Donc là, on revient sur la représentation graphique augmentée. Donc, on garde l'idée d'une partition, mais pour permettre à comprendre à l'usager du dispositif, on lui illumine les notes, on lui signifie la partie importante. Puis il y a la question de l'humour aussi qui est super, que tu as bien relevé dans le fond, qui permet... est-ce que l'humour, c'est pas une façon pour l'usager de s'approprier là, puis de briser là, cette convention-là? Ouais. Oui, justement, ce côté humour, même dans la première vidéo, que je trouve vraiment drôle avec cette espèce de Ah oui. Ah ouais. Moi, je trouve ça vraiment très drôle. Et je pense que c'est une bonne façon de réussir à transmettre quelque chose à un public pas forcément initié et qui, du coup, rend la chose beaucoup moins effrayante. Ouais, ben c'est drôle que tu dis ça parce que ma perception, mais c'est très personnel, c'est subjectif. Au contraire, moi, je trouvais qu'il y avait une volonté de briser cette espèce de convention-là du sérieux. Mais notre marionnette, dans le fond, c'est un professeur, il est moustachu. Là, vous avez pas vu le vidéo complet, c'est sûr, mais tout le long, il est dans un bureau. Puis qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il monte des documents dans son bureau. Donc, au niveau sortir des conventions, ben oui, il est vert, mais... en tout cas, ben, c'est intéressant que toi, ça t'a allumé, tu sais, t'as trouvé ça drôle, puis c'est venu te toucher, donc... Il n'y a pas de bonne réponse non plus, tu sais. Ouais. C'est vrai. Oui, il y avait une autre... Je suis d'accord avec toi, c'est même la manière dont il parle, là, le vocabulaire et la façon de... Moi, j'ai relevé, il parle... Oui, il parle de sensibilité pré-romantique. Ouais. Quand l'apparence vieille, ça renforce un peu le truc, c'est de la musique pour les vieux. Exact. C'est ça, donc là, on parle, par exemple, dans le premier, il utilise le mot « sensibilité pré-romantique », tandis que dans le deuxième, il dit « Ah, le tube de la partition, le pied Jésus », donc c'est ça. Puis, vite, dans le fond, les commentaires Facebook que j'ai relevés sur le deuxième outil, donc... il y avait aussi intéressant et instructif, donc on voit que c'est venu chercher des gens. Par contre, ici, si on voit, il y a certains utilisateurs comme analyse simple et accessible, rigoureuse, ça me donne des clés pour mieux écouter ou chanter. C'est le fun, ça donne des clés de compréhension, c'est ça qu'on veut avec la médiation de la musique, sauf qu'on voit que la personne est peut-être déjà musicienne, donc à cette étape-là, on va peut-être moins chercher les néophytes, mais ça revient à ma première citation de Vallon, donc que c'est peut-être pas juste les néophytes qu'on doit faire de la médiation musicale. Donc ensuite, mes deux exemples introduisent bien le sujet de Maxime parce que lui va vous parler de la place de la musique. Donc, vous avez vu que les deux vidéos présentaient de façon très différente la musique en tant que telle, les extraits musicaux. Donc, je vais laisser Maxime vous expliquer ça. Merci. Je pense que... mettre une petite remarque entre les deux prises de parole. Oui. Justement, je trouve que le gros contraste entre les deux, c'est la manière dont ils mobilisent l'écoute de la personne. Et que dans la première, moi, ça m'a carrément mis en colère, c'est-à-dire qu'il écrase la musique. Exact. Et que dans la deuxième, le visuel au service de l'écoute, en fait, il vient stimuler et dialoguer avec ce qu'on est en train d'écouter. Et dans la première, ils se contredisent, et dans la deuxième, ils se renforcent. Ouais. Tout à fait. Ben, c'est vraiment, en fait, c'est une bonne transition parce que c'est vraiment de ça que Maxime va vous parler. Dans le fond, qu'est-ce qu'on a relevé comme différence entre la place de la musique dans les dispositifs? C'est ça. En fait, on va voir à un moment donné. Je vous conseille de vraiment garder cette idée en tête. À un moment, vous allez voir un graphique qui va vous montrer que votre interaction était pertinente. Alors, pour commencer, moi, j'ai voulu prendre une petite citation de la médiation musicale, un guide. Donc, c'est par rapport au genre
Alors première chose à savoir, moi je vais parler des genres comme on les voit dans les enquêtes sur les pratiques culturelles, donc les genres classiques, jazz, pop, rock, etc. Donc la médiation musicale s'adresse à des publics cibles divers et concerne tous les genres musicaux. Vous êtes d'accord avec ça? Alors on va passer au petit graphique. Donc le genre musical est-il nommé et expliqué. Donc dans les dispositifs qu'on a analysés, on peut voir tout de suite le nom qui représente 28 sur 56, c'est 50%. Ensuite, on voit que classique ou jazz représente 18, donc la majorité des trois. Mixte qui se trouve entre les deux, donc j'ai mis un petit CF Music Map. Donc mixte en fait, c'est ce qui va pouvoir parler à la fois de classique ou jazz, et aussi des musiques plus populaires comme le rock, le hip-hop ou la techno. Et en 3, le populaire. Donc par rapport à ce graphique, est-ce que vous avez déjà une première idée qui émerge par rapport au dispositif qu'on a relevé par rapport à la citation? Une idée qui pourrait découler par exemple, est-ce que c'est assez partagé ou il y a quand même un genre qui est plus présent que l'autre, à votre avis? Petite idée là-dessus. Et surreprésenté. Alors après, il faut savoir que c'est vraiment sur 56, mais ouais, on se rend de cette évidence. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, le genre musical n'est pas nommé, expliqué, mais on peut, dans le dispositif qu'on voit, on peut en déduire qui pourrait être dans notre style. On peut passer à la suivante. Donc là, on va parler du matériau musical. Donc Héloïse nous en a parlé plus tôt, donc c'est 37% qui n'évoquent pas le matériau musical et 62% à peu près. Ah non, 63. Enfin, donc l'objectif de la médiation n'est pas exclusivement dans cette direction. Donc elle ne va pas porter forcément sur le matériau musical. Et les dispositifs du coup qu'on a analysés, est-ce qu'ils vont dans cette direction équitablement d'un genre à l'autre? Et là, qu'est-ce qu'on voit? En bleu le oui, en orange le non. Je vous laisse une minute pour analyser et on va les copier à la fin. Il faudra peut-être que tu l'expliques. D'accord, alors je vous l'explique vite fait. Donc là, j'ai gardé la classification des genres, donc classique et jazz, mixte, populaire et le non. Donc des dispositifs qui n'évoquent pas et qui n'expliquent pas le genre musical. Mais là, c'est le oui en bleu et le non. Donc là, en oui, les dispositifs qui évoquent le matériau musical, et en orange, donc ceux qui n'évoquent pas le matériau musical. Donc déjà, une première constatation qu'on peut faire. On peut évoquer. Mais c'est pas parce qu'on n'évoque pas le genre musical qu'on n'évoque pas le matériau en lui-même. Exactement. C'est très bien ça. D'autres petites remarques peut-être, si vous avez d'autres idées? Le classique, on évoque. Ça doit peut-être laisser un petit peu plus de place pour la musique populaire, parce que là, pour le coup, c'est. Je suis pas non plus super devant maître, mais j'ai l'impression que c'est quand même. C'est un cinquième. Où il y a plus d'évocation du matériau musical que dans les autres. Bon, en fait, ouais, c'est un cinquième. Là, en mix, c'est un tiers. Mais encore une fois, comme on est sur 56 outils, c'est très approximatif comme approche, mais c'est juste. C'est là qu'on voit que déjà, dans tous les cas, on va parler du matériau musical, peu importe le genre. Ensuite, on va passer à la place de la musique au sein des dispositifs. Donc, on va prendre 2 petites minutes à vraiment prendre tout ça en compte. Donc, le premier plan, donc c'est la musique qui se trouve devant la parole. Donc, il y a de la parole, mais la musique est plus importante. On a un plan, c'est l'inverse. La musique se trouve derrière la parole. Je ne sais pas si vous vous souvenez de votre analyse de tout à l'heure, de votre intervention, on va en venir. Et l'alternance, c'est la musique, les paroles en alternance. Un graphique. Et là, en jaune, qui se trouve ici et ici, donc c'est le premier plan, en vert l'alternance, en bleu l'arrière-plan. Je vous explique vite fait ce super graphique qui est assez complexe. Il faut retenir les premiers graphiques, donc ça place de la musique dans les dispositifs qui évoquent le matériau. C'est toujours par genre, et cette fois-ci c'est seulement ceux qui évoquaient le matériau musical. Donc déjà il n'y aura pas un total de 56. Première remarque qu'on pourrait avoir, si vous avez compris le graphique, c'est bon, vous avez compris? Oui. Parfait. Première remarque qu'on pourrait déduire un peu. Ouais, l'alternance majoritaire. Avec une deuxième remarque capitale. Juste une question. Si la musique est au premier plan, je sais pas, les paroles, on les entend pas du coup. C'est secondaire. C'est que la musique, du coup, elle a une place plus importante. Elle est
Voilà, autant faire. C'est un peu l'inverse de ce qu'on a entendu dans Disney, Flûte. C'est-à-dire qu'on a l'air de la nuit très en arrière-plan, là ça serait l'inverse. On met la musique au premier plan, il y a quelqu'un qui fait une narration, mais dans un volume sonore moins intense. Ah, c'est le volume ou c'est la durée? Non, il n'y a pas de question. C'est vraiment le premier plan sonore et le second plan sonore. Elle est au premier plan sonore. C'est vraiment en fait quand on fait l'analyse de l'outil, c'est ce qui nous choque le plus, c'est plus rapide. On va vite passer au second graphique, donc là c'est dans... je crois qu'il y avait... Oui, du coup l'interprétation, parmi l'interprétation serait que la musique classique et jazz, et aussi les musiques populaires sont plus intellectualisées. C'est ça, exactement. Très belle intervention. Surtout, on voit bien la présence de l'arrière-plan dans le classique et le jazz, qui est vachement plus présent que les autres. Et là, on va passer seconde diapositive. Donc là, cette fois-ci, c'est des dispositifs qui n'évoquent pas le matériau. Donc toujours dans le genre. Et là, on voit déjà dans ceux qui n'évoquent pas le matériau, la musique, elle va un peu plus passer, par exemple, au premier plan, dans la catégorie de ceux qui n'évoquent pas le genre. Mais sinon, peut-être vous voyez d'autres petites interrogations par rapport aux autres genres. Ouais, c'est ça. Sur un, ouais. Un, donc vraiment... Oui. J'ai une question, comment est-ce qu'on peut ne pas évoquer le matériau en mettant en premier plan? Enfin, c'est pas une évocation par la parole. Le matériau par la parole. Par exemple, l'orchestration, voilà, on a ici, tout ça, ou alors l'harmonie, donc on va faire un 2-5-1 sans l'écouter. Ce serait pas logique, mais voilà. Et donc voilà, conclusion, parmi nos dispositifs, on se rend compte que le matériau n'est pas toujours au centre, que le genre soit clairement spécifié ou pas. Et maintenant, on va passer à une conclusion générale. Chérine, je vais te laisser commencer. Donc, on a défini ensemble des critères qui définissent ces dispositifs de numérique, de médiation. On a répertorié donc 56. On a fait 4 versions de ce questionnaire-là. Est-ce que vous pouvez me dire, à vos yeux, quelle est l'utilité d'un tel travail, non seulement pour nous en tant qu'élèves, mais de donner ça aussi en tant que professeur? Quelle est pour vous l'utilité principale de ce travail-là? C'est déjà se rendre compte de tout ce qui peut exister, de tout ce qui est possible de faire, mais aussi d'avoir un regard critique. Complètement. Oui. Ça permettrait peut-être de faire on va des mécoles, mais peut-être un truc de best practice un peu ne pas faire ça. Non, mais justement, non, mais c'est de prendre en compte, moi j'ai plutôt du musée, il y a la grille de best practice de l'ICOM sur qu'est-ce que c'est un bon dispositif de médiation. Tout à fait. Et ça serait intéressant de créer justement une sorte de grille d'évaluation, voilà, comme vous avez fait, mais avec des conseils peut-être aussi, de comment faire un dispositif numérique de médiation pertinent. Voilà, garde ça en tête parce que tu vas répondre à cette question ensuite. Si je peux rebondir là-dessus aussi, dans la recherche, on va aussi éventuellement demander aux organismes qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec ces dispositifs, les dispositifs. Donc, on va pouvoir peut-être croiser les données, voir qu'est-ce qui a réussi, qu'est-ce qui a moins bien réussi, selon... C'est sûr que des fois, c'est difficile d'évaluer la réussite d'un dispositif, mais voilà. Et donc, la deuxième question que j'ai envie de vous poser vis-à-vis de ça, c'est quel usage pourrait-on avoir de cette fameuse liste, de ce fameux listing de dispositifs? Quel usage on pourrait en voir? Et j'ai mis donc quelques pistes avec vous. Donc, on pourrait la partager déjà avec des internautes en ouvrant le droit de modification. Donc, on soumet le questionnaire et puis les gens peuvent le modifier. Est-ce qu'on le partage avec d'autres internautes, mais avec des droits d'auteur? Est-ce qu'on le partage avec des acteurs de ce domaine, donc des gens, des conservatoires, des écoles ou des personnes qui seront intéressées par ça parce que c'est leur domaine? Est-ce qu'on le vend à des institutions culturelles que ça pourrait intéresser de disposer de ce genre d'outils? Enfin voilà, moi je voudrais savoir, c'est un peu selon vous, déjà quel type d'usage vous préférez, ou est-ce que vous pensez à d'autres usages qu'on pourrait avoir qui seraient peut-être plus pertinents? Ou est-ce qu'il y en a qui vous choquent? Ou est-ce qu'il y en a qui vous choquent? Oui. Je pensais à l'utiliser comme un outil de pédagogie de l'animation, de former des gens à l'animation en montrant intéressant. Ce qu'on peut faire ou pas avec dans le cadre d'une médiation numérique. Tout à fait. Montrer les bons exemples et les mauvais exemples, pas forcément les lister comme ça, mais... Oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, je pense que c'est quelque chose qui se doit d'être évolutif. Du coup, je pense que le fait qu'il y ait des droits d'auteur dessus, ça
ça peut être un blocage. Exactement. Sauf si c'est la même équipe qui repart dessus à chaque fois. Mais c'est pour ça justement que j'avais mis la deuxième option avec le droit de modification. Ça veut dire que des gens peuvent continuer votre travail et puis faire une liste presque exhaustive en fait. Finalement, les gens avec qui le partager et qui peuvent contribuer aussi, c'est les développeurs numériques. Enfin, parce que chaque médiateur en fait conçoit son projet et fait appel à un prestataire extérieur généralement pour réaliser tout le codage et toute l'application, la vidéo, etc. Exact. Et peut-être sensibiliser en fait les développeurs et les créateurs plus. Enfin, oui, mais le questionnaire, en fait, s'ils l'ont aussi et qu'ils l'ont en tête, les créateurs peuvent le penser et peut-être aller aussi faire une discussion avec les médiateurs concepteurs du projet. Je pense que ça revient à l'organisation du travail qu'on parlait tantôt, hyper spécialisation, mais travail. On a une question. Oui, Irina? C'est une remarque, l'idée absolument. Si on arrive au bout du projet, l'idée c'est de créer une interface de recommandation intelligente, c'est-à-dire créer une façon d'interroger ce répertoire en rentrant des critères qui peuvent être intéressants. Par exemple, je veux parler du matériel musical, dans le rap, l'apparition du triolet dans le rap. Je veux que ce soit une plateforme interactive, je veux que ça s'adresse à des personnes qui ont entre tel et tel âge, et hop, ça ferait sortir automatiquement ce qui est déjà existant. Parce que ce qu'on remarque dans notre enquête, c'est que les organismes reproduisent parfois des choses qui existaient déjà. On a un exemple magnifique au Québec, c'est l'Orchestre Symphonique de Québec qui a investi des milliers dans la création d'une plateforme qui s'appelle la Galerie Symphonique. C'est un orchestre qui se déploie devant nous. On peut écouter par exemple l'Arlésienne de Bizet, puis cliquer sur les instruments et on entend les instrumentistes dans l'orchestre, qu'on peut enregistrer, on peut extraire chaque voix de l'orchestre. Ils ont engagé un argent fou là-dedans. Il y a d'autres onglets dans cette dispositif. Et puis quand on a fait la présentation au mois de novembre, là, il y avait une personne dans la salle qui travaillait à l'université McGill, qui travaille sur le timbre et qui avait créé exactement la même chose, mais pour faire de la recherche sur le timbre. Donc deux outils qui visent exactement la même chose, mais personne ne le savait. On a dépensé 2 fois l'argent pour faire des choses. Alors que si on avait travaillé en commun, on aurait peut-être pu faire une plateforme plus efficace. Donc pour la formation, ça peut être ça aussi, pour aider les gens à produire des choses nouvelles plutôt que de retrouver toujours dans les mêmes ordinaires. Donc voilà, maintenant on va continuer sur une autre piste, c'est comment juger de l'efficacité d'un dispositif de médiation. Car l'intérêt de cette base de données, c'est aussi de mettre en avant les qualités d'un dispositif. Donc on a quelques pistes qu'on peut suivre. Donc par exemple, chose très importante, suivre l'appropriation du dispositif par les internautes en élaborant un questionnaire de satisfaction et d'utilisation du dispositif. Donc ça rejoint aussi l'idée de mettre des commentaires, d'inclure la possibilité de mettre des commentaires. Donc ce serait un peu du rôle des créateurs du dispositif de donner l'accès aux gens de laisser des commentaires et surtout d'avoir un retour. Est-ce que vous pensez que c'est pertinent comme approche? Ça pourrait permettre d'évoluer, ouais? Parfait. Et il y a aussi... Je pense qu'il y a une question en arrière. Ah, une question, je l'ai pas vue. C'est ça. C'est vrai. Ben, déjà, on a une question sur le nombre de commentaires, puis il y en a plein qui en ont 0. Déjà, ça peut faire un tri sur les différents qui en ont. Ben là, c'est intéressant d'aller voir pour une analyse plus qualitative. Et puis, justement, dans cette idée d'analyse, on va continuer justement avec l'outil Google Analytics. Donc, en gros, c'est pour tracer l'activité des internautes sur la page où l'outil est présent. Donc, ça permet vraiment de voir le nombre de vues, la durée du temps passé sur la page. Encore une fois, il faudrait quelqu'un qui analyse ces données. Mais Dieu merci, l'intelligence artificielle nous aide à synthétiser tout ça et à vraiment avoir des chiffres concrets directement pour avoir des pourcentages. Donc ça permet vraiment de voir si un dispositif utilise Google Analytics, il peut avoir en temps réel vraiment sa portée, si ce qu'il fait c'est cohérent et surtout il peut avoir un retour pour s'améliorer. Donc ça fait partie des pistes qui nous permettent de juger l'efficacité, mais est-ce que vous par hasard vous auriez d'autres idées? Mais je pense que c'est dans les deux sens aussi. Concevoir l'outil, ça demande des expertises. Donc moi, quand je regarde ça, j'ai dit les expertises pédagogiques, je vois des choses tout de suite sur la lecture des notes, par exemple, sur un portée on pourrait faire d'autres choses qui rendent ça beaucoup plus accessible. Donc la pédagogie, par exemple, quelqu'un qui connaît la notation inventée, par exemple, et comment on montre ça pour que c'est efficace pour les enfants, qu'ils puissent l'avoir tout de suite. La communication, l'interactivité, je pense que l'efficacité aussi, ça prend ces gens-là pour dire efficace ou non. Comment tu réagis, mais est-ce que c'est vraiment efficace quand on sait que quelqu'un est capable d'avoir rapidement? Ça me parle les deux sens, je pense. Au sens où le tester, là, tout simplement. Mais ça demande beaucoup d'expertise pour créer ce genre d'outil pour que ça soit vraiment efficace auprès de plusieurs utilisateurs.
Disons qu'il ne faut pas se lancer directement dans créer un outil puis le mettre tout de suite accessible et ça passe à la casse. Est-ce qu'il y avait une remarque? Oui, et puis par ailleurs, l'évaluation quantitative au nombre de vues, de clics, on sait bien que ça s'achète, c'est-à-dire que Tout à fait. pour faire remonter les sites, donc faut juste être critique sur qu'est-ce que ça veut dire. On avait un exemple ce matin dans les 2 vidéos. Il y en avait un qui était sur YouTube, donc il y avait un certain nombre de vues, puis l'autre sur Facebook. Puis l'algorithme de Facebook calcule le nombre de vues, même si tu cliques pas sur la vidéo, mais tu sais, des fois, Facebook joue la vidéo seule. Ça compte comme une vue. Alors, est-ce que c'est vraiment? Est-ce qu'on peut calculer l'efficacité avec ça? Je ne pense pas. Vraiment, pour faire avancer des Ouais, exact. Tu sais, il y avait 20 000 vues, mais est-ce qu'il y a vraiment 20 000 vues? Mystère. Une autre manière de mesurer l'efficacité, ça pourrait être aussi en fonction des objectifs de l'organisme, dans le sens où si une vidéo, par exemple, est faite pour préparer ou même convaincre un public potentiel de venir assister à un concert, ce serait de mesurer d'une certaine manière, à savoir est-ce que cette vidéo-là a contribué à amener plus de public dans la salle ou à fidéliser le public ou à créer une espèce de communauté. Alors ça pourrait mesurer dans des questionnaires sur place auprès du public dans la salle. Mais si on regardait le nombre de tickets achetés par rapport au dernier événement, oui, par exemple. Ouais, tout à fait. Non, ça tombe peut-être un peu plus dans la publicité, mais ça peut être intéressant. Parfois, c'est un objectif de c'est ça, c'est ça. Irina, je crois qu'il y avait une remarque. Ah oui, si, sur cette idée des multiples compétences qu'il faut avoir pour créer cet outil-là, notre idée dans la recherche, un des volets, une des dernières demandes de subvention qu'on a posées, c'est de créer un comité d'experts, finalement des gens justement comme l'Orchestre symphonique de Québec qui se sont attelés à la création d'outils numériques, de nous mettre en commun et de faire un fameux procédurier, c'est-à-dire quelles sont les différentes étapes auxquelles il faut penser et justement ces développeurs informatiques, comment on les mobilise, quelles peuvent être les difficultés à travailler quand on n'est pas justement le développeur et pas médiateur non plus, une répartition des rôles, comprendre la répartition des rôles, le calendrier, etc. C'est un des objectifs. D'accord, et ben. Merci à tous pour votre attention. Pour votre temps.